Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le vieillissement de la population est souvent présenté comme un défi, parfois comme un coût, et souvent comme un coût. Pourtant, elle a de plus en plus de voix qui mentionnent, qui sont là, qui existent, et qui montrent que le vieillissement, c'est aussi une formidable richesse humaine, sociale et économique. Donc aujourd'hui, nous allons en parler avec le docteur François Sarkozy, donc médecin et auteur de l'ouvrage Vieillir heureux, c'est possible. Bonjour, ravi d'être avec vous. Monsieur Florent Rouchy, donc directeur des territoires chez Eneal. Donc c'est une filiale du groupe Action Logement dédiée à l'habitat, à la transformation des résidences pour seniors. Bonjour à tous. Michaëlle Overbury, directrice de l'association Les Ailes des Anges, qui déploie en Martinique des solutions innovantes comme les colocations seniors, les dispositifs de relayage. Bonjour à tous. Et enfin, monsieur Alain Jeanville, consultant, spécialiste des politiques du vieillissement et de l'autonomie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons croiser plusieurs regards. Donc, celui du médecin, celui du bâtisseur, de l'ingénieur social et de l'expert des politiques publiques. Donc, moi, je suis Alexandre Doubel, secrétaire général au sein d'OVE Caraïbes, et je suis l'animateur de cette table ronde. Donc, dans votre ouvrage « Vieillir heureux, c'est possible », ce livre porte un message d'optimisme, mais aussi à contre-courant du discours souvent anxiogène sur la vieillesse. D'abord, merci pour votre invitation. Encore une fois, je suis ravi d'être là. Mais ça me semble important parce qu'on a essayé, en ce début du XXIe siècle, de régler pas mal de discriminations, mais pas du tout celle sur l'âge. Il y a toujours une discrimination sur l'âge, et même dans certaines villes, on maltraite les personnes âgées. La deuxième chose, c'est que maintenant on connaît le processus de vieillissement, on le connaît même extrêmement bien. On sait que c'est un processus génétiquement programmé. Depuis le prix Nobel de médecine qui a été donné en 2009 au professeur Blackburn, c'est lié à la réduction de la taille des télomères. Qu'est-ce que c'est des télomères? C'est les extrémités de nos chromosomes qui diminuent inexorablement avec l'âge. Et quand ils atteignent une taille minimale, là, il y a une baisse de production d'énergie dans les cellules. Les cellules vont s'arrêter de fonctionner, ça s'appelle des cellules sénescentes. Et du coup, nos organes, nos tissus, non seulement vont plus fonctionner normalement, mais vont même sécréter des facteurs pro-inflammatoires qui vont aller impacter les autres organes. Alors vous allez me dire, c'est bien de comprendre, c'est mieux de pouvoir agir. Et la science a montré qu'on pouvait maîtriser son destin soit en accélérant la pente, on a une pente qui devient plus pentue, si on a certains facteurs de risque, si on a des facteurs de risque cardiovasculaire, si on est en surpoids, etc. Et ça ne fonctionne pas. Visiblement, il y a un petit problème de son. Mais à l'inverse, et c'est une très bonne nouvelle, on peut maîtriser sa pente de déclin et on peut la rendre plus plate. Et il y a même une étude américaine qui est parue en 2024 chez les vétérans. Les vétérans sont les anciens combattants. Chez plusieurs dizaines de milliers de vétérans, quand ils rentrent de la guerre du Vietnam, de l'Afghanistan, ils ne sont pas très en forme. Et on a montré que même à 50 ans ou 60 ans, s'ils modifient leur mode de vie, ils se remettent à l'exercice, ils font attention à leur alimentation, ils développent des interactions sociales, eh bien non seulement ils vont diminuer le risque d'apparition de problèmes cardiovasculaires ou de cancer, mais ils vont allonger leur espérance de vie jusqu'à 15 ans, même à 50 ans ou 60 ans. Donc c'est une super bonne nouvelle. Dernier point, sur le pourquoi, je ne pense pas qu'on puisse vivre longtemps et bien sans avoir des moments de bonheur. Et le bonheur, figurez-vous, ça s'apprend. En France, on a une espérance de vie à la naissance qui est bonne, puisqu'elle a même augmenté l'année dernière. Elle atteint maintenant 80 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Oui, les femmes vivent plus longtemps. Elles sont plus résistantes peut-être, c'est ça? Non. Mais en revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une très mauvaise espérance de vie en bonne santé. Parce qu'à 65 ans, il nous reste peu ou prou que la moitié des années qui nous restent à vivre en bonne santé.
Et ça, c'est un problème, puisque ça conduit à la perte d'autonomie. L'INSEE s'attend à 4 millions de personnes en perte d'autonomie, on en a à peu près 1,2 million. Il faudrait, si on atteint ça, qu'on double le rythme d'ouverture des EHPAD, j'imagine qu'on va en parler, et alors que ça nous coûte déjà 24 milliards par an. Donc c'est un vrai problème de société. Donc il y a des bonnes nouvelles, il faut s'en occuper individuellement pour maîtriser son destin. On peut aussi non seulement s'occuper de son corps, de son esprit, mais même apprendre à être heureux, si vous voulez, on y reviendra. Et il y a une obligation économique parce qu'en ce moment, on va dans le mur en klaxonnant. Merci docteur. Donc le bien vieillir, c'est aussi un cadre de vie adapté, inclusif, qui permet de rester acteur de sa vie le plus longtemps possible. Donc là, je donnerai la parole à monsieur Florent Rouchy d'Enneal. Donc Enneal porte une politique forte sur la construction, la rénovation et aussi l'adaptation des résidences pour personnes âgées. Comment concevez-vous le logement qui fait bien vieillir ? Eh bien, écoutez, c'est une préoccupation importante de notre groupe. Nous, on est un groupe paritaire. Le groupe Action Logement voit ses fonds propres venir de la participation des entreprises à l'effort de construction. Et les partenaires sociaux ont, il y a 5 ans de ça, vraiment souhaité porter une initiative forte pour accompagner la restructuration du secteur médico-social et accompagner le vieillissement dans son ensemble. Et ça se traduit effectivement par des politiques d'intervention fortes sur l'acquisition pour réhabiliter des établissements qui souvent sont eux aussi vieillissants et donc on n'a pas souvent fait les efforts nécessaires pour les maintenir dans un état patrimonial suffisant, mais surtout ils ont été conçus, l'immense majorité de ces patrimoines, dans des années où les modes de vie n'étaient pas les mêmes. Voilà, dans les années 70-80, on avait quand même plutôt tendance à renvoyer les seniors, les aînés, à l'extérieur des villes, parce qu'on se disait qu'ils voulaient du calme, ils voulaient eux-mêmes être un peu isolés des gens qui pouvaient venir leur donner un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On voit bien qu'avec l'augmentation du volume, il faut absolument avoir des établissements qui créent beaucoup de porosité par rapport au territoire. Et donc nos établissements, nous les pensons justement ouverts sur l'extérieur, ouverts sur des multiples facteurs de fragilité, pour pas finalement être non plus dans la ségrégation de personnes qui se retrouvent au même endroit parce qu'ils ont la même fragilité, mais plutôt justement créer du lien social, mais aussi du lien économique avec des acteurs qui peuvent venir apporter, se compléter sur ces territoires. Donc on est vraiment dans cette logique de parcours résidentiel, puisque nous on est aussi bailleurs, 45 filiales à travers la France, y compris sur les territoires ultramarins, avec des enjeux de vieillissement qui sont aussi très forts sur ces territoires-là, et des modes de vie qui évoluent. Et donc notre volonté, c'est de faire des ponts entre le logement familial historique dans lequel les gens ont grandi, vieilli, la famille s'est agrandie, puis la famille se contracte, et à un moment donné, on a besoin de réinventer des lieux dans lesquels les gens vont pouvoir, sans le savoir, lutter contre leur perte d'autonomie. Et là, il y a un vrai sujet aussi de prise de conscience. Il faut que les locataires, les résidents prennent conscience que leur lieu de vie peut les enfermer. Et ça, il y a un sujet aussi de communication fort. Et donc, dans ces parcours résidentiels, on part du logement familial. À la fin, on a effectivement le médico-social, l'EHPAD, et notre conviction, c'est qu'entre les deux, il y a une somme de types de logements qui peuvent permettre justement d'accompagner le vieillissement et les fragilités en créant du lien social et en créant de la porosité. Merci monsieur Rouchy. Je redonne la parole à docteur, monsieur Sarkozy. Dans votre ouvrage, vous évoquez justement ces dimensions, donc la dimension environnementale et sociale du bien vieillir, parce que vous dites quelque chose qui est très beau dans votre livre. Vous parlez de vivre dans un lieu qui a du sens. Qu'est-ce que cela signifie pour vous par rapport aussi à ce que Enneal vient d'expliquer ? Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, je souscris à 100% à ce que vous avez dit. Notre politique a été une hérésie. On fait partir les gens en pré-retraite, alors que, figurez-vous, les gens qui travaillent plus vivent plus longtemps. C'est démontré. Alors bien sûr, il faut adapter les conditions de travail. Il ne faut pas travailler dans une mine de sel. Bien sûr, il y a la pénibilité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, on envoyait les seniors en dehors des villes. Mais c'est le contraire qu'ils veulent faire, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Troisième chose, on n'a plus de lien intergénérationnel, et c'est un vrai problème. D'autres pays font beaucoup mieux que nous. L'Italie, l'Espagne, les pays du Sud font beaucoup mieux que nous. L'Afrique, l'Asie, et je pense aux Caraïbes, on fait beaucoup mieux. Parce qu'on a une vie centrée autour de l'aîné. Nous, on a oublié, c'est caché cet improductif que je ne saurais voir. Et donc ça, c'est absolument terrible. Donc moi, je suis tout à fait pour ces
lieux de résidence intergénérationnelle où le jeune stimule et le senior coach. Et ça, c'est une société bienveillante. On pourra parler de l'organisation des villes qui est un problème. Ce à quoi vous faites référence, Alexandre, c'est la notion de sens. C'est un point important. On s'est aperçu qu'une retraite qui n'est pas préparée est accompagnée dans les 18 mois à 2 ans par une morbidité, une mortalité très importante. Pourquoi ? Première chose, il y a l'emploi du temps qui se vide. Mais très vite, on s'aperçoit que quand on ne contribue pas à la société, on a un sentiment de perte d'utilité sociale. Et quand on a un sentiment de perte d'utilité sociale, on a assez vite une baisse de l'estime de soi. Nous avons en France un autre triste record, qui est le record des dépressions des sujets âgés. Vous savez que dans les EHPAD, jusqu'à 40% des pensionnaires sont en état de dépression. Et on a un record des suicides chez les personnes âgées, 2700 morts en moyenne par an. C'est pas très loin du nombre d'accidents de la route dont on ne parle pas. Et donc le fait de garder ce sens est important. Enfin, si vous me permettez, il y a une étude faite par la Harvard Medical School. Ils ont suivi pendant 80 ans 700 personnes. Donc ils ont suivi la première génération, leurs enfants, etc. Ils ont regardé tous les indicateurs de vieillissement. Et sont aperçus, en fin de compte, ceux qui avaient vécu plus longtemps et mieux sont ceux qui avaient eu des interactions sociales réussies. Alors vous allez me dire, c'est pas un scoop. Oui, mais maintenant c'est démontré. Donc l'isolement est un poison du vieillissement. C'est aussi important que l'exercice physique. S'il vous plaît, ne laissez pas les personnes âgées autour de vous seules. C'est un poison. Donc pour toutes ces raisons, oui. Et puis on reviendra sur la quête de sens qui me tient à cœur, bien sûr. Mais ça, aux Antilles, on sait bien de quoi on parle. Merci docteur, et effectivement on fera une belle transition. Je donne la parole à Michael Warbury. Donc Michael, votre association Les Ailes des Anges propose souvent des solutions innovantes. Donc ça peut aller de la colocation senior au relayage ou à ce qu'on appelle l'aide à domicile intégrée. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce modèle et bien expliquer à notre auditoire quelle est la particularité de nos îles à ce niveau ? Merci Alexandre. Je vais faire écho à tout ce qui vient d'être dit. Avec les Aides des Anges, nous avons voulu, avant de proposer une prestation, en fait proposer un service global. Donc nous avons un SAD. Donc un SAD, c'est du service à la personne classique. Nous proposons aussi le relayage, baluchonnage pour les aidants, mais aussi les habitats inclusifs, mais à notre façon. C'est-à-dire que nos habitats inclusifs, en fait, nous accompagnons les personnes 24 heures sur 24. Et pour ça, nous avons créé un écosystème autour de cet habitat inclusif, puisque les commerçants d'à côté participent, les associations culturelles, le CCAS, la mairie, en fait, tout un écosystème autour de notre habitat inclusif pour que jamais, effectivement, ces personnes âgées ne soient jamais seules, mais aussi leurs aidants. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez le jour des voisins qui viennent dans l'habitat inclusif, proposer ou assister à des animations. Et vous avez le vendredi des aidants. Donc chaque aidant propose une animation le vendredi, chaque semaine. Voilà. Et puis en fait, nous avons aussi, si vous voulez, bâti un écosystème du care. Pourquoi ? Parce que dans nos habitats inclusifs, nous avons fidélisé les infirmières libérales. Nous avons aussi les intervenants de soins comme ergothérapeutes, kinésithérapeutes et aussi depuis peu une art-thérapeute. Donc nous faisons aussi de l'art-thérapie. Par contre, nous faisons participer les voisins à nos séances d'art-thérapie. Voilà. Merci Michael. Par rapport à tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que cela a sur le moral, sur la santé des résidents, des personnes que vous accompagnez? Alors, c'est là que vous avez raison, tous les deux qui avez déjà parlé. L'impact est bouleversant. Nous avons des gens qui arrivent déprimés, qui ne mangent plus. Et vous les verrez 2 mois après, c'est plus la même personne. Et il y en a qui, des fois, ont été hospitalisés et nous disent, quand ils reviennent, j'ai retrouvé ma famille. Alors qu'on n'est du tout pas leur famille, ils retrouvent leur famille. Pourquoi ? Parce qu'en créant cet écosystème, ils retrouvent une sérénité. Les aidants, eux, sont aussi sereins.
parce que leurs personnes, leurs proches sont bien accompagnés, c'est du 24 heures sur 24, ils sont joignables, il y a des rencontres et ces personnes sont bien soignées puisque nous avons aussi l'apport de tous les médecins traitants. Donc on a un médecin traitant choisi pour chaque maison. Donc chaque mois, il y a une visite de tous les résidents par le médecin traitant. Chaque mois. Ensuite, quand il y a des rendez-vous médicaux, c'est pris en charge par toute l'équipe. Donc l'équipe accompagne, il y a quelqu'un qui accompagne aux rendez-vous médicaux, mais il y a aussi l'équipe qui prend les rendez-vous avec les infirmières. Et s'il y a lieu d'avoir du soin plus, c'est-à-dire faire intervenir l'HAD, l'hospitalisation à domicile, nous sommes en convention avec l'HAD Martinique. Donc on suit la personne qui est avec nous et son aidant tout au long de son intégration dans notre habitat inclusif. Et nous proposons aussi le répit, ce qui fait que l'aidant peut aussi, en dehors, avoir du répit, c'est-à-dire un baluchonneur relayeur vient prendre la place de l'aidant, mais nous proposons aussi le répit à l'intérieur de nos habitats inclusifs. C'est-à-dire qu'on peut laisser la personne avec nous et partir. Si on a envie, ça permet d'avoir une réponse à 360 degrés, mais aussi d'avoir du bien-être à l'intérieur de la maison. Vous avez un écosystème d'aidants, un écosystème du care, parce que tous se parlent entre eux, et aussi un écosystème culturel, parce que toutes les fêtes culturelles et cultuelles de Martinique sont fêtées avec tous les voisins. Merci Michael. Donc derrière ces exemples, on va faire un focus sur le vieillissement de la population aux Antilles. Donc je tourne la parole à Monsieur Jeanville, vous qui accompagnez de nombreux acteurs publics et associatifs sur les politiques du vieillissement chez nous. Est-ce que vous pouvez porter un diagnostic sur la situation de la Martinique et dans les départements d'outre-mer? Merci Michael. Donc très rapidement et pour rappel des données sociodémographiques qui constituent la situation des DOM d'une façon générale. Alors, il y a des situations très contrastées entre Mayotte, la Guyane par exemple, qui connaissent des problèmes qui connaissent pas de problème de natalité et de fécondité, et la Martinique et la Guadeloupe qui ont des situations très voisines et caractérisées justement par un vieillissement très accéléré avec des conséquences que nous avons commencé à voir. Alors, la population mondiale vieillit, la population dans l'Hexagone vieillit, la population dans les Antilles vieillissent. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a bien d'original? Alors, l'originalité pour ce qui concerne les Antilles françaises est à regarder par la vitesse d'accélération. On a connu une transition démographique entre les années 60 et aujourd'hui d'une rapidité, d'une violence inouïe. 2 chiffres pour illustrer cela. Les plus de 60 ans seront supérieurs aux moins de 20 ans d'ici 2040 et 50. Et à titre illustratif également, la famille traditionnelle antillaise était constituée de à peu près 4-5 personnes, et aujourd'hui on a un taux de fécondité qui est autour de 1,8, largement un peu supérieur au taux de fécondité en France, mais on s'aperçoit qu'on s'y rapproche. Alors bien évidemment cela emporte des conséquences sur le plan économique, des conséquences aussi sur le plan des dynamiques familiales qui ont trait. Docteur, on faisait référence, traditionnellement, dans nos sociétés, on prenait en charge les familles, y compris à domicile. 2-3 générations pouvaient cohabiter. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que j'ai oublié de vous dire que dans les spécificités liées au vieillissement aussi, il y en a un phénomène qui pour le coup est unique, qui se traduit aussi, qui est corrélé à une dépopulation. Mais qui est corrélé au fait aussi que nous avons peu ou prou 3500 jeunes qui quittent le territoire pour des problématiques d'emploi et qui ne reviennent pas. Donc forcément, ça vient impacter justement ces dynamiques familiales qui étaient liées au fait que les enfants prenaient en charge leurs aînés. Et pour clore ce chapitre-là, dans les dynamiques qui ont trait aux Antilles, le phénomène aussi, c'est que la dépendance sévère va formidablement augmenter, et nous avons des taux de couverture qui sont très éloignés des standards nationaux, mais en même temps,
l'intérêt, parce que nous partons avec un train de retard, on parle de rattrapage, mais faut-il rattraper de la même façon que dans l'examen? Je ne suis pas sûr. On verra ça dans le débat. Il y a des formules alternatives, on a commencé à en voir certaines, comme l'habitat inclusif, mais d'autres aussi. Et là, c'est peut-être un terrain d'opportunité, puisque c'est bien le sujet. C'est comment faire de cette contrainte une opportunité, au-delà des coûts qui existent, mais comment on peut accompagner au plus près, à partir, ça a été dit, de notre écosystème. Merci Monsieur Jeanville. Une question pour Michael Overbury. Donc on a bien compris que vieillir, bien vieillir, c'est vieillir entouré. Donc est-ce que c'est possible de pouvoir détailler encore un peu plus les exemples que nous avons sur nos territoires? Parce qu'effectivement, il y a l'habitat inclusif, effectivement, il y a le relayage, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a un ancrage un peu plus profond au sein de nos sociétés, hein, en fait, des îles. Alors, en fait, les habitats inclusifs représentent ce qu'il y avait avant chez nous, en Martinique, on appelait ça la coua. C'est-à-dire que chaque maison ou chaque quartier, il y avait un habitant qui était le centre du quartier. En fait, c'est ça qu'on reproduit dans cet habitat inclusif. Et quand vous avez la voiture de pain, on appelle l'autopain, vous avez le poissonnier, le boucher, vous créez un écosystème, et bien vous créez des emplois locaux. Parce qu'on va embaucher qui? Les auxiliaires de vie du quartier, qui sont tout près et qui, elles, contentes de venir à un endroit où elles sont à côté de chez elles connaissent les personnes, sont contentes d'aller travailler. Et cette joie, ce bien vieillir, cette joie d'aller travailler se transmet dans la prestation, dans l'accompagnement. Et vous avez des personnes âgées qui sont heureuses d'être ensemble, heureuses de participer à quelque chose. C'est-à-dire que le repas, on ne décide pas du repas, c'est en commun. Le boucher dit aujourd'hui j'ai une foire de viande de porc, on va discuter. Donc c'est vraiment créer un écosystème économique et même solidaire autour d'un habitat inclusif. Et ça permet un bien vieillir parce que tout le monde dans les Lakoua va porter attention à cet habitat, à ces personnes, à comment ils vont. Quand il y a une annonce chez nous aux Antilles, il y a les annonces de cyclone, tout le monde va s'inquiéter de la maison. En fait, on recrée une vie, on recrée de l'animation, on recrée de la solidarité. Mais ça c'est bien pour les personnes âgées, mais c'est bien pour tout le monde. En fait, c'est le vivre ensemble et vivre mieux. Donc ces recettes de solidarité, de bienveillance sont très importantes pour toutes les générations. Tout à fait. En fait, je pense que c'est même une philosophie. Vieillir ensemble. C'est une philosophie. Pourquoi? Parce que c'est vivre ensemble. Et vieillir, c'est pas subir. C'est être heureux ensemble dans le vieillissement. Participer ensemble à ce qu'on va après, mais ne pas exclure. Au contraire, inclure. On a en face d'un habitat inclusif un centre aéré qui vient nous voir le mercredi. Donc, il y a une liaison intergénérationnelle qui se fait. Donc, ils transmettent. Ces personnes âgées sont contentes de transmettre. Et ces jeunes sont contents d'apprendre. Voilà. Merci, Michael. Là, je donnerai la parole à tout le monde. Donc, je vais d'abord laisser le docteur parler. Peut-on rapprocher habitat, santé et lien social dans le même écosystème, selon vous? Est-ce que c'est possible? Je crois qu'on vient d'entendre la démonstration. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de concepts qui se sont mis en place. Il y a maintenant, alors on a tous entendu parler des zones bleues où on vivait plus longtemps, mais il y a maintenant ce qu'on appelle les villes de la longévité. D'ailleurs, il me semble que Nice commence à en faire partie. Et ces villes de la longévité reposent sur plusieurs concepts. Alors, c'est un concept de vivre ensemble, un concept de prévention en santé. J'espère qu'on parlera de prévention, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais aussi la partie culturelle, mais aussi l'architecture. À l'inverse, je vais y revenir, il y a des villes malveillantes. Paris est une ville malveillante pour les personnes âgées. C'est ma ville. Pourquoi? Quand on supprime un banc public, même à mon grand âge, moi je ne remarque pas parce que je suis encore à peu près valide. Mais pour la personne âgée qui doit aller faire ses courses, elle a besoin d'une pause. Si on lui supprime cette pause, elle va rester chez elle.
Elle n'aura pas d'interaction sociale, elle ne va pas faire d'exercice physique, elle va pas voir... On rentre dans un cercle vicieux. Deuxième chose, quand il y a des nouvelles mobilités, les trottinettes et les vélos électriques, et qu'on leur permet de prendre les sens interdits en sens inverse, ils ne s'arrêtent pas au feu rouge, on n'a jamais eu autant d'accidents. Les porteurs de handicap, c'est une autre thématique qui tient à cœur d'OVE, et les personnes âgées n'osent plus traverser. Pourquoi ? Parce qu'ils le savent bien, s'il y a une chute, ça va entraîner l'indégringolade. Donc oui, ce sont des points extrêmement importants. Je participais à un débat au Milan Longevity Summit. Je parlais avec le maire de Barcelone, le maire de Bergame, qui ont développé ce type d'approche et ça marche. Alors, il faut faire attention aux fausses bonnes idées parce que parfois, il y a certains inconvénients dans les maisons où on rassemble tout le monde. C'est le bruit. Parce que les jeunes veulent faire la fête et parfois, les plus âgés, ça les énerve. Donc, il faut penser parfois à ce type de détails, mais on parle de l'organisation de ces villes ou de ces quartiers ou de ces maisons inclusives en collectif de façon à voir les problèmes. Et oui, ça fonctionne. Mais moi, je suis pour une société bienveillante. C'est pour ça que je dis, en fait, ce n'est pas que vieillir bien, c'est vivre bien. Et ce qu'on applique, ce que je disais dans mon premier livre, on peut l'appliquer tout au long de la vie. Le processus de vieillissement commence dès 30 ans, il s'enclenche. Donc, il faut s'occuper de sa santé, de son physique, de son mental, de sa curiosité. On sait, ça a été montré par les neurobiologistes, que les personnes curieuses vivent plus longtemps. Pourquoi ? Contrairement à ce qu'on pensait quand j'ai commencé mes études de médecine, eh bien, on disait on ne crée plus de neurones après la naissance. Faux. Maintenant, on a montré que les gens qui sont curieux, qui vont apprendre des choses nouvelles, des nouveaux apprentissages, une langue, un instrument de musique, dessiner, autre chose, les gens curieux, la culture, vont créer des néoneurones et s'ils ont un accident vasculaire cérébral, ils vont mobiliser ces néoneurones comme un circuit alternatif d'électricité et ils vont mieux s'en sortir. Donc tout ça est très documenté. Donc oui, on peut s'en occuper individuellement et collectivement. Merci docteur. Je donnerai la parole à monsieur Rouchy Dénéal. Oui, écoutez, tout ce qu'on vient de se dire, nous, c'est d'une certaine manière le cahier des charges sur lequel on s'appuie. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant de très nombreuses années, l'immobilier, en fait, on construisait un cube et à l'intérieur, on y mettait des gens. Aujourd'hui, on a tous renversé un peu le paradigme, on regarde les territoires et honnêtement, on vit et on ne vieillit pas de la même manière en Martinique qu'en Corrèze ou qu'ici. Et donc, du coup, il faut s'interroger sur les enjeux du territoire, en faire une traduction d'usage et ensuite faire le bâtiment. Avec une promesse qui, moi, me paraît être importante, vous l'avez dit, docteur, en fait, pour moi, bien vieillir, c'est une promesse universelle. Un jeune enfant qui naît, il faut qu'on lui permette de bien vieillir. Et d'une certaine manière, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a une espèce de rupture entre l'âge actif et la seniorisation. D'ailleurs, à 65 ans, on parle que d'anciens. Il y a plus de, c'est une espèce de groupe universel, uniforme, alors que la réalité, elle est bien diverse à ce niveau-là. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de créer finalement des bâtiments qui vont permettre, par l'informel, de bien vivre et de bien vieillir. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on vienne chez eux, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir un lieu dans lequel ils vont aller. Par contre, si pour passer de la rue à leur logement, ils voient, ils entendent et ils peuvent aller, on sait que ça va favoriser effectivement le lien social. J'ai un exemple en tête. Dans une de nos résidences en Gironde, on a intégré un relais d'assistante maternelle dans la résidence, mais avec une vraie frontière, parce qu'il y a des règles de sécurité sanitaire. Mais on a des seniors qui nous ont dit, grâce à ces enfants qui nous voient à travers la vitre, j'existe. En fait, ils sont sortis par l'informel, ils sont sortis de l'ombre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, on essaye au quotidien de penser ces habitats pour permettre cette informalité, tout en favorisant le travail des collaborateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces lieux de vie sont des lieux de travail. Et qu'il faut qu'ils soient pensés pour aussi ne pas accélérer les troubles musculo-squelettiques, le sentiment de découragement par rapport à un environnement qui n'intègre pas les gestes métiers, qui ne sont pas les mêmes quand on a un patient qui a 40 ans qu'un patient qui en a 80 ans. Donc c'est tout l'enjeu qui est compliqué et sur lesquels on s'astreint au quotidien à faire un peu la fusion entre les besoins des uns et des autres sans jamais forcer les personnes. Merci monsieur Rouchy. Monsieur Jeanville, un petit mot. Oui, débat très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit opuscule que Foucault avait écrit qui s'appelait « Les mots et les choses ».
c'est-à-dire le décalage qui existe entre les mots qu'on pose et la réalité. Et on a de la chance, on a un logeur social parmi nous, parce que la réalité, en fait, de nos personnes âgées, que ce soit dans l'Hexagone pour le coup et chez nous, sauf que chez nous, il y a une appétence particulière pour l'habitat individuel. Donc on a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules chez elles. Je dis seules parce que l'espérance de vie, on l'a rappelé, et ce qui pose des problématiques chez nous. Donc en termes, je disais que le taux d'équipement n'était pas tout à fait le même. C'est largement lié à cela, à cette préférence, mais on n'a surtout pas, contrairement à l'Hexagone, à faire de virage, à emprunter un virage domiciliaire, puisque le sujet c'est que nous sommes déjà au domicile. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quel domicile ? Et là nous sommes au cœur du débat. C'est un domicile, alors que ce soit le parc social, 30% chez nous, donc il y a bien un sujet d'adaptabilité des logements dans le parc social. Je sais qu'il y a des débats, il y a des commencements de travaux, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, ces logements ne sont pas adaptés. Et quant à l'habitat individuel, ce sont souvent, comme je le disais, des femmes seules avec des faibles moyens, puisque la retraite moyenne chez nous est beaucoup plus faible que la retraite moyenne dans l'Hexagone. Il n'y a pas la ville du quart d'heure avec des services à proximité, que ce soit pour la prise en charge du soin. On a des problèmes de circulation, donc de transport. Donc c'est pour ça qu'on a été, je pensais au mot et choses, obligé d'inventer un concept qui est l'inclusion, des villes inclusives, alors même que, on le rappelait, d'autres sociétés, il suffit de tourner un petit peu le regard, nous montrent qu'il y a une façon de prendre en charge philosophique ces aînés. Or, ces regards-là, alors bien sûr c'est accentué dans les grandes mégapoles. Paris, j'ai longtemps vécu à Paris et j'y reviens régulièrement. Et c'est vrai qu'on voit que c'est une ville totalement inadaptée. Pas parler d'un nouveau concept qui est l'agisme, on voit qu'il y a une forme de discrimination, et ça c'est un vrai sujet. Quelle place doivent compter nos aînés, que ce soit, je le disais, ici ou ailleurs? Je crois que c'est le cœur du débat, il est là. Oui, puis si vous me permettez, on est quand même dans le salon de la silver economy. Les aînés sont des contribuables, c'est grâce à eux qu'on est dans un pays libre et avec une solidarité, et ils consomment. Et ils ont envie de consommer. C'est plutôt bien. Donc il faut les reconnaître et pas les exclure. Ça fait une très belle transition parce que dans votre ouvrage, vous parlez de capital social des aînés. Est-ce que ça en fait partie et est-ce au fond une des solutions pour bien vieillir? Vous m'avez dit, pardon, Je parlais du capital social des aînés. Oui, moi je crois de toute manière que si on ne respecte pas les anciens, on se perd soi-même. Si on ne respecte pas sa culture, on ne sait pas accueillir les autres. Donc je pense que c'est absolument essentiel. Je crois aussi, alors on n'est pas là pour faire de la philosophie, mais qu'on est dans une société consumériste où il faut produire et qu'on considère que les aînés sont improductifs, ce que je pense une erreur profonde, absolument profonde. Je pense aussi qu'on a besoin de cette quête de sens dont on parlait et de spiritualité. Et c'est ce qui fait sens, et c'est ce qui fait un lien, c'est ce qui fait la société. Et comme je le disais tout à l'heure, on a besoin d'accompagner les aînés par respect pour eux, mais aussi pour la collectivité. Parce que si on ne s'occupe pas, si on ne corrige pas le tir du décalage entre l'évolution de l'espérance de vie à la naissance et l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé, on va vers une catastrophe. On a parlé des aidants. Il y a 1 200 000 Français en situation d'Alzheimer. Vraisemblablement, 2 tiers des patients ne sont pas diagnostiqués. Il y a à peu près 5 aidants par patient. Vous imaginez le nombre de gens qui sont touchés. Donc on doit absolument réagir par intégrité, par éthique et même pour une finalité économique. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse vieillir, mais il faut l'accompagner. Merci docteur pour ce point. Je donnerai aussi la parole à Michael Overbury par rapport à ce que vous venez de dire sur les aidants, parce qu'effectivement, tout ce que vous avez dit me fait écho, parce que dans nos sociétés, Michael, monsieur Chanville, ça vous fera écho également. On ne parle pas de vieilles personnes ou de personnes âgées chez nous, on parle de grandes personnes. Et c'est vrai que déjà au niveau du langage, ça donne une autre dimension à la chose.
Et c'est vrai que culturellement parlant, on a toujours l'habitude, ça existe toujours, hein, c'est cette fameuse dette inconsciente qu'on a de se dire papa, maman ou papi, mamie commence à prendre de l'âge, il faut qu'on s'en occupe. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence à se perdre, mais on arrive quand même à préserver cet aspect culturel chez nous. Et c'est vrai que les aidants en font partie. Je sais que Michael, comme à OVE Caraïbes, on accorde une place très importante aux aidants. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, la problématique, c'est que les aidants ont changé. Alors, vous avez effectivement des aidants physiques. Tout le monde peut être un aidant. Donc, un aidant, c'est quelqu'un qui participe financièrement, même à distance. En fait, c'est ça la problématique. Maintenant, les aidants sont aussi à distance. Et ça, c'est compliqué. Quand vous avez un aidant qui vous appelle de l'Hexagone pour s'occuper de son père tout seul en Martinique et qui déprime. Alors, nous avons à orienter des aidants vers mon soutien SPI parce que déprimés, parce qu'ils sont parés tout seuls et qu'ils ne peuvent pas venir. Donc, on a une autre composante des aidants, mais les aidants physiques sont épuisés à bout de souffle. Nous avons eu l'occasion d'avoir une dame qu'on a pris en charge parce qu'elle était épuisée, elle est allée en hôpital psychiatrique parce qu'il n'y avait pas de solution. Il y a des burn-out des aidants, et souvent ce sont des quinquagénaires ou des sexagénaires qui ont aussi des enfants, parfois des petits-enfants, et des parents, et qui sont actifs. Donc c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, c'est un point majeur. C'est compliqué et c'est une ambition économique. En fait, prendre en charge un aidant, c'est répondre à un besoin, mais c'est aussi développer économiquement le pays. Parce que quand vous avez un aidant à domicile, il faut du numérique, n'est-ce pas Alexandre ? Il faut du numérique pour qu'on puisse se parler. Il faut aussi les prestations qu'on propose, le relayage, le baluchonnage. Mais après, il y a aussi le médical. Mon soutien SPI, oui, mais après, les PFR, les plateformes de répit, elles sont très importantes aussi dans cet écosystème pour l'aidant. Et puis, tout ce qui est loisir de l'aidant. Donc, c'est un vrai levier économique. On va bientôt conclure, donc on fera un petit tour de table. Je vais juste vous demander de de terminer une phrase. Pour vous, bien vieillir, c'est, Monsieur Jean-Gilles. C'est être toujours considéré. Merci. Docteur ? Moi, je pense que c'est se stimuler physiquement et intellectuellement, s'assumer et savoir partager et continuer à apprendre. Merci, docteur. Michael ? Alors, pour moi, bien vieillir, c'est continuer à transmettre, à aimer et à inspirer. Alors, un petit aparté. Pourquoi inspirer ? Parce que j'aurais aimé, dans notre territoire qui est vieillissant, que nos jeunes reviennent et créent des choses pour ce vieillissement et les aidants. Merci, Michael. Monsieur Rouchy ? Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire que si on regarde ça au sens de la trajectoire de la vie, j'ai envie de dire qu'on ne change rien et ça change tout. Ça veut dire que si on s'en occupe très très tôt, en fait, il n'y a plus de transition. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y en a une trop importante, parce que tous autour de la salle, même si on est au quotidien sur ces enjeux-là, je reste quand même convaincu qu'on ne se prépare pas suffisamment à notre état de santé qui peut se dégrader, à notre autonomie qui peut réduire, à notre cellule familiale qui peut évoluer, et on continue à réfléchir avec une logique très individualiste, et c'est ce qui fait qu'à mon sens, arriver sur la frontière du grand âge, on a ces problématiques. Donc on ne change rien et ça change tout. Merci Monsieur Rouchy, je tiens à vous remercier pour cet élan d'énergie collective et j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés à venir nous rejoindre sur notre stand au OVE Caraïbes qui est en face. Vous aurez une petite dégustation en début d'après-midi et au-delà de ça, on pourra continuer à discuter par rapport aux solutions innovantes que nous pourrons apporter et que nous pourrons construire ensemble surtout. Parce qu'on a de nombreux partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui. C'est vrai que la temporalité n'est jamais la même aux Antilles qu'en France hexagonale, mais le travail se fait quand même et beaucoup d'entre vous ont été rencontrés ici. Et on a pu proposer des solutions innovantes aux populations, on a pu faire bouger les lignes, on a pu casser des murs. Donc on est aussi là pour ça. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à nous présenter vos solutions. Merci à tous. Merci. Merci.